peut avoir le sentiment aujourd'hui que pour faire face à l'urgence écologique, il suffirait d'inventer de nouvelles technologies et de responsabiliser les citoyennes et les citoyens pour qu'ils consomment mieux. Du moins, c'est ce que l'on entend très souvent dans le débat public. Or, cette vision des choses ne s'attaque pas au fond du problème. Notre économie, nos modes de production et le travail qu'il mobilise. Pour Paul Guilibert, chercheur en philosophie de l'environnement que je reçois aujourd'hui, le travail est le grand absent de la pensée écologiste. Pour lui, toutes les destructions de la nature sont liées à une forme d'exploitation du travail. Et la lutte contre l'exploitation du travail devrait donc être intégrée aux stratégies écologistes. Pourtant, aujourd'hui, on se prépare beaucoup trop peu à toutes les transformations du travail et de notre économie qu'appelle la transition écologique. On peut citer par exemple la reconversion ou le démantèlement des infrastructures polluantes, la réduction du temps de travail, la revalorisation de certains métiers. Autant d'enjeux essentiels pour préparer l'avenir, imaginer un autre futur. Alors, comment remettre l'enjeu du travail et de la production au cœur de l'écologie politique ? Comment peut-on penser à un projet d'émancipation écologique et sociale qui en découle ? Comment faire advenir de nouvelles alliances entre travailleurs et écologistes ? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous allons réfléchir dans cet entretien Blast avec Paul Guilibert. Paul Guilibert, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci à vous. Alors, vous êtes chercheur en philosophie de l'environnement au Centre Arcadie. Vous êtes auteur de Terre et Capital, publié en 2021 aux éditions Amsterdam. Et vous avez publié aux mêmes éditions, en août 2023, Exploiter les vivants, un essai qui essaie d'analyser globalement la question suivante: en quoi la crise écologique est alliée aux formes d'exploitation du travail ? Et dès l'introduction de ce livre, vous soulignez un peu les deux impasses qui existent aujourd'hui, qui consistent à ne raisonner qu'en termes d'innovation technique et de consommation éthique pour faire face à l'urgence écologique. Et vous écrivez, pourtant, innovation et moralisation ne permettent pas à elles seules de traiter le problème écologique. Est-ce que vous pouvez justement l'expliquer pour poser les bases de la discussion qui va suivre ? Oui. Alors, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, il suffit de regarder la publicité pour assister à une sorte de gigantesque mouvement de greenwashing général sur la vente de marchandises. Donc on vous dit, vous allez pouvoir acheter des voitures électriques, acheter des produits bio, etc. Donc en fait, tout le discours, ce discours qui est un discours de capitaliste, qui cherche à vendre des marchandises, mais qui est aussi soutenu par les gouvernements, il cherche en fait à mobiliser les consommateurs en tant qu'individus pour acheter des produits qui seraient plus conformes à des questions écologiques ou à des questions de soutenabilité. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect technosolutionnisme. Des techniques vont permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Alors, l'exemple massif dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est les méga-bassines. Oui. On a un problème d'eau, et donc on se dit, on va accumuler des réserves en eau avec des outils techniques nouveaux qui vont nous permettre de résoudre ce problème. De nombreux hydrologues ont d'ailleurs démontré que c'était un exemple type de maladaptation qui allait créer d'autres problèmes par la suite. Y compris des hydrogéologues du GIEC, par exemple, qui ont parfaitement montré ça. Et en fait, quand on parle d'un côté d'individualisation et de consommation et d'un autre côté de technique, ce dont on ne veut pas parler, c'est des lieux de production et de la transformation de l'appareil productif lui-même. Et c'est l'appareil productif lui-même qui est responsable de la crise écologique. Si on réfléchit bien, pour produire des voitures électriques ou pour produire n'importe quelle innovation technologique qui devrait résoudre la crise climatique, en fait, il faut des ressources énormes qui viennent en général des pays des Suds et qui vont continuer d'être extraites. C'est par exemple les terres rares, le cobalt, le lithium pour les batteries, etc., etc. Donc en fait, les dispositifs techniques, s'ils continuent d'être comme ça, d'accompagner la question du développement technique et de vente de marchandises, toujours plus de marchandises, en fait, ça ne résout pas du tout le problème de la crise écologique. Au contraire, on pourrait dire que c'est une manière pour ne pas véritablement cibler les principaux lieux qui sont responsables de la crise écologique, de la destruction de la nature. Pour prendre l'argument des éco-gestes qu'on entend souvent, ce que vous expliquez, c'est que dire l'écologie commence à la maison, ça revient à ne pas remettre en question les structures politiques et économiques, au-delà des techniques. Je vous cite parce que je trouvais ce passage assez représentatif de ça. Acheter bio plutôt que de mettre fin à l'agriculture intensive et à la grande distribution, trier ses déchets plutôt que de remettre en cause le système industriel qui les produit en masse, baisser son chauffage d'1 degré plutôt que de repenser les infrastructures et les modes de production énergétique. Alors, comment est-ce que, justement, on sort de cette opposition-là
parce que d'une certaine manière, on peut faire les deux aussi. Mais comment est-ce qu'on sort de cette impasse qui nous est présentée aujourd'hui ? Oui, alors ça, c'est important d'abord de préciser qu'il ne s'agit pas de dire que ça ne va rien changer, la transition écologique, à nos modes de vie, de consommation et à nos habitudes individuelles, ni à nos usages techniques. Donc évidemment, une fois qu'on aura fait la transition ou en cours de transition, nos modes de vie auront beaucoup changé, y compris individuels. Mais en fait, c'est une manière de dépolitiser le débat. C'est une manière de dire, vous les individus consommateurs, vous êtes responsables. Autrement dit, ce ne sont pas les politiques qui sont responsables. Donc comment on fait pour politiser ça ? Ça, il y a pas de recette. Il va falloir inventer des modes d'action, des modes d'organisation qui sont totalement nouveaux. Mais on peut se dire, par exemple, que ce que font les soulèvements de la Terre, c'est une tentative pour politiser le débat plutôt que pour le centrer sur des questions techniques ou de consommation. Et alors, évidemment, il me semble que l'enjeu principal, c'est de voir les lieux qui sont responsables de la crise écologique, je disais les lieux de production, les lieux de travail, et du coup les forces sociales qui sont capables de vraiment porter des coups au gouvernement, aux dirigeants qui ne veulent pas amorcer cette transition. Et alors à cet égard, il me semble que des mobilisations de type grève et même de type sabotage, comme ça a eu lieu, ou démantèlement ou désarmement, comme disent les soulèvements, ça peut être des modalités extrêmement importantes, des tactiques importantes pour influer sur les gouvernements qui, quand on regarde, en fait, pour l'instant, font globalement rien. Alors qu'ils ont reconnu, et ça c'est quand même un grand changement par rapport à il y a une quinzaine d'années, ils ont reconnu l'existence du changement climatique et de la crise écologique, mais ils n'ont pas encore amorcé de véritables politiques de transition. Et pour ça, il faut les contraindre, et on ne peut rien attendre d'eux. Donc il va falloir les contraindre par tout un ensemble de moyens qui sont l'ensemble des moyens des luttes politiques qu'on connaît jusqu'à maintenant. C'est pas pour rien que Greta Thunberg, quand elle lance son grand mouvement pour le climat, elle appelle ça une grève pour le climat. C'est-à-dire qu'elle mobilise tout le répertoire politique, tout le vocabulaire politique qui est celui du mouvement ouvrier, qui est celui de l'interruption de la production. Pourquoi ? Parce que ce qui est la cause de ces destructions, c'est la manière dont on produit et la quantité de marchandises qu'on produit, qu'on extrait, le nombre de déchets qu'on émet, etc. Et donc, c'est ces mêmes tactiques qu'il va falloir mobiliser pour établir un véritable rapport de force. Ce qui veut dire aussi que la transition, c'est pas une question de sensibilisation. C'est pas une question d'éco-gestes, même s'il va y avoir des gestes qui vont compter. Et c'est pas simplement une question de sensibilisation au sens où à peu près tout le monde, à part quelques climato-négationnistes, est désormais au courant que le changement climatique existe et qu'il y a une crise écologique. C'est la question des leviers politiques qu'on a. Comment on fait pour établir un rapport de force et pour les contraindre ? Oui, c'est quelque chose dont on se rend compte en fait assez rapidement quand on commence à creuser ces sujets. C'est-à-dire que en tant que citoyen, citoyenne, nos marges de manœuvre sont limitées et donc il y a des rapports de force à créer pour changer l'aiguillage de nos sociétés, à la fois à travers une transformation du politique, mais aussi de l'économie. Pour revenir un tout petit peu en arrière, justement, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire l'impensé du travail dans toutes ces questions, justement, ce que vous dites dans votre livre, c'est que à l'origine même, en fait, de la crise écologique qu'on vit aujourd'hui, il y a la question de l'exploitation du travail, et notamment à travers la colonisation et la mise au travail forcé. Oui, alors ça, c'est une thèse absolument essentielle qui vient des historiens de l'environnement et de la crise écologique, qui est que, en fait, les premières traces de la crise écologique, c'est pas le 19e siècle, c'est pas l'économie fossile, le début du charbon, etc. Oui, parce qu'en général, on parle toujours de l'ère pré-industrielle. On part toujours de la question de l'industrie en disant ça commence au 19e siècle, etc. L'Anthropocène, ça commencerait au 19e siècle. En fait, les historiens ont montré que à partir du moment où se met en place la colonisation, l'économie de plantation, notamment, en fait, les environnements sont détruits. Ça commence dans les premières plantations sucrières, dans les îles de Madère, où on va raser intégralement les forêts pour faire du feu, pour raffiner le sucre. Et donc, on installe de la monoculture de sucre dans ces îles-là. On rase les forêts, on importe une population d'esclaves. Et donc, à ce moment-là, ce qui se met en place, c'est un système économique qui fonctionne à la fois sur le colonialisme et l'esclavage et sur la destruction des environnements et des écosystèmes. Et ce système-là, ensuite, il va se répandre à l'échelle planétaire. Ça va être ensuite les plantations des Caraïbes, puis des Philippines, puis des États-Unis. Et ça va devenir même le modèle agricole dominant. Quand on regarde un champ agricole partout dans le monde, maintenant, on se rend compte qu'en fait, c'est de l'agriculture, de la mono-agriculture intensive pour l'exportation. Donc, un modèle qui a été mis en place, en fait, dans l'économie des plantations coloniales. Et donc, c'est cette première origine qui va commencer
à la fois le capitalisme, c'est la source du capitalisme, et en même temps la source de la crise écologique. Et ce qui est important, et hyper important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de crise écologique sans à un moment ou à un autre des formes d'exploitation du travail. Toutes les formes de destruction de la nature, elles sont liées à des formes d'exploitation du travail. Dans le cas des plantations, c'est évident. Il faut qu'il y ait des esclaves qui soient mis au travail pour qu'on rase des forêts et pour qu'on fasse de la monoculture. Mais c'est le cas absolument partout. La circulation, par exemple, la logistique, qui est un secteur hyper important du capitalisme contemporain, qui émet énormément de CO2 et de gaz à effet de serre, c'est des millions de travailleurs dans le monde qui sont exploités dans des conditions terribles, que ce soit des entrepôts Amazon aux bateaux de transport dans lesquels il y a principalement des Philippins qui travaillent et qui sont hyper exploités. Donc à chaque fois, toutes les formes de destruction de la nature, de pollution, elles sont liées à des formes d'exploitation du travail. Ça, c'est un peu le cœur du bouquin. Et d'ailleurs, vous évoquez aussi le lien entre l'appropriation du travail des femmes et la crise écologique. Alors, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de personnes pourraient ne pas du tout faire le lien. En quoi est-ce que justement ces deux éléments ils sont intimement liés ? Oui, alors ça, c'est une question difficile et un peu différente, mais c'est l'idée qu'en fait, le capitalisme, il repose aussi sur l'appropriation d'un travail effectué majoritairement par les femmes, un travail qu'on appelle reproductif ou un travail domestique, qui est par exemple le fait d'élever des enfants, de faire la nourriture, d'aller faire les courses. C'est un travail qui n'est pas valorisé. C'est un travail qui n'est pas valorisé du tout. Ouais. Qui n'est pas rémunéré et qui ne rentre pas non plus dans le PIB, par exemple. Exactement. Et donc, c'est un ensemble de tâches qui ne rentrent pas dans le PIB, mais qui sont absolument nécessaires à produire de la valeur, à produire des marchandises. Si vous n'avez pas des enfants qui sont un peu bien nourris, un peu en bonne santé, ça ne va pas faire des bons travailleurs. Si vous n'avez pas des travailleurs qui sont nourris, logés, blanchis, eh ben, ils ne vont pas pouvoir travailler correctement. Donc, en fait, il y a tout ce secteur qui est un secteur absolument essentiel de la vie, pas simplement de la vie dans le capitalisme, mais de la vie, qui est complètement dévalorisé par la logique capitaliste. Qui va dire que le seul travail qui a de la valeur, c'est le travail qui est rémunéré par un salaire. Et donc il y a ce travail-là, productif, payé avec un salaire, et le travail qui n'est pas payé par un salaire, qui n'a aucune valeur, parce qu'il ne contribue pas immédiatement à produire de la valeur du capital. Et en fait, l'idée, c'est aussi de dire que pourtant, une société, elle fonctionne là-dessus. Une société, elle se reproduit. Une société, on pourrait dire en bonne santé, c'est une société dans laquelle ces tâches-là, les tâches de reproduction sociale de la vie, c'est les tâches les plus importantes. C'est la manière dont on élève. C'est des tâches qui ne devraient pas être occupées majoritairement par des femmes. C'est des tâches qui, évidemment, ne devraient pas être occupées majoritairement par des femmes. Et c'est les tâches les plus importantes dans la vie sociale. Celles qui assurent l'éducation, la santé, voilà, la vie des individus dans leur ensemble. Et pourtant, dans le capitalisme, c'est les tâches les plus dévalorisées. C'est celles qui ont le moins de valeur et elles sont attribuées aux femmes. Donc il y a une double dévalorisation des tâches qui permettent d'assurer la subsistance de la société et du travail des femmes par la même occasion. Mais ce qui veut dire aussi que toutes les personnes qui assurent ce travail, que ce soit des femmes ou pas, leur travail est dévalorisé. Si vous pensez aux personnes qui effectuent du nettoyage, par exemple, dans plein d'entreprises, des personnes qui, pour la plupart, sont racisées, qui, pour beaucoup, sont des femmes, mais pas du tout uniquement, leur travail, il est aussi dévalorisé, précisément parce qu'ils rentrent dans cette sphère de la vie sociale qui est un travail de soins, de santé, d'attention pour les choses, de reproduction, qui n'a pas de valeur immédiate pour le capital parce qu'il produit beaucoup moins d'argent, de capital que je sais pas, produire des marchandises extrêmement chères. Et en même temps, on s'en est rendu compte, par exemple, notamment pour le cas des éboueurs, par exemple, il peut y avoir des éboueuses aussi, pendant la réforme des retraites, que ces métiers sont absolument essentiels à la société, parce que quand on se retrouve avec nos trottoirs remplis d'ordures et les dangers sanitaires à long terme que ça peut créer ou autre, bien, on se rend bien compte aussi de à quel point l'invisible devient visible, en quelque sorte. Dans votre livre, vous écrivez « Lutter contre l'écocide suppose de réduire la production à la fois en quantité de marchandises et en temps de travail ». Et donc, pour évoquer un peu cette question-là, moi, j'aimerais commencer par un sujet dont on parle peu, c'est toutes les conséquences que va avoir la transformation de notre économie à l'aune de la catastrophe écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, enfin, en tout cas, s'il y a une décision d'agir. Et vous citez le chercheur Alexandre Monin qui explique que, en fait, certaines infrastructures les plus polluantes vont être amenées à se reconvertir ou à être démantelées.
Et le problème aujourd'hui, c'est que, on le sait, des centaines de milliers de personnes dépendent de ces infrastructures pour vivre. Donc comment est-ce que, finalement, face à ça, les travailleurs peuvent s'organiser et ou être accompagnés pour ne pas avoir à subir ces changements? Oui, alors là, c'est la question essentielle de la transition écologique, si on la prend du côté du travail, qui est, à mon sens, la question principale ou une des questions principales. Tout ce discours-là sur faire la transition écologique, préserver la planète ou sauver des emplois, Mmh. c'est un discours qui a été construit dans les années 80, en grande partie par les néoconservateurs américains. Et il a été construit pourquoi? Parce qu'à un moment donné, des travailleurs aux États-Unis ont commencé à se syndiquer pour l'environnement et pour leurs conditions de travail, pour la santé au travail, mais aussi pour l'abandon des énergies fossiles, par exemple. En 1973, dans toutes les raffineries Shell aux États-Unis, il y a une grève massive organisée notamment par un syndicaliste qui s'appelait Tony Mazzocchi. Grève massive qui porte sur les revenus du travail, la santé et la sécurité au travail et une transition pour sortir des énergies fossiles. Donc on voit qu'on a en 73 un mouvement porté par des travailleurs eux-mêmes. Et à ce moment-là, les néoconservateurs américains se disent non, ça c'est vraiment une menace pour le capitalisme, pour notre économie. Et donc, ils décident, ils commencent à constituer ce discours qui est en fait travailleurs et capitalistes, travailleurs et entrepreneurs, on est du même côté face aux écologistes. Nous, on se bat tous pour préserver nos emplois. On se bat tous pour préserver nos emplois et donc pas pour préserver la planète. Eux qui préservent la planète, ils vont venir, je sais pas, briser vos conditions de subsistance, menacer vos vies, menacer la vie de vos familles, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est comment on sort de ce discours. Bon, Ouais, de ce fameux chantage à l'emploi, de ce justement. chantage à l'emploi, exactement. Moi, je pense que la première chose, c'est de voir la place que les travailleurs eux-mêmes occupent dans des mobilisations pour l'environnement. On en a beaucoup parlé en France, ça a été le cas de la raffinerie de Grandpuits. Il y avait un projet de fermeture par Total de cette raffinerie et à la suite d'une longue grève... Enfin, c'était un projet de reconversion pour faire du bioplastique et des biocarburants, Oui. plutôt. Mais ouais. Et avec une perte d'un grand nombre d'emplois. Et donc, la mobilisation des travailleurs avait pour enjeu de limiter la perte d'emplois. Et les travailleurs, ils ont été là aussi moteurs dans la transition et dans le fait de porter ces projets. Ils sont aussi moteurs dans la reconversion de l'usine. Parce qu'en fait, qui connaît l'appareil productif? Qui connaît comment fonctionne une usine qu'il va falloir démanteler? Ben, c'est ceux qui travaillent dedans. C'est ceux-là même qui sont les plus à même d'effectuer la transition. Il y a un autre exemple très intéressant. Simplement pour revenir sur Grandpuits, ce qui était intéressant, c'est que par exemple, un des délégués CGT à l'époque, donc c'était en 2021, disait en gros que leur mot d'ordre, c'était zéro suppression d'emplois, un projet d'ampleur pour la transition écologique, et disait on veut sortir des énergies fossiles, mais on ne le fera pas contre l'emploi. Et il se battait même contre justement ce projet de reconversion pour faire des biocarburants, en alertant sur tous les risques qu'il y a autour du fait de faire des agrocarburants aujourd'hui, sur la déforestation, sur les exploitations agricoles, etc. Oui, tout à fait. Et ça implique un fait important qu'on oublie souvent, c'est que les ouvriers et les travailleurs, ils sont au courant de ce qui se passe. Ils ne sont pas complètement indifférents à la question écologique et à la question climatique, c'est évident. Mais du coup, ça veut dire que c'est à partir d'eux qu'il faut penser les questions de transition, à la fois techniques, comment est-ce qu'on fait une transition ou une bifurcation dans une usine, mais aussi politique et économique, c'est-à-dire comment on pense des plans de reconversion. Et alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première, c'est qu'il y a certaines usines qui vont être reconverties. Et dans celles-là, peut-être que les emplois pourront être maintenus, voire que des emplois pourront être créés si on se met à produire, je sais pas, des panneaux solaires dont on va avoir plus besoin, ou des éoliennes, ou que sais-je. Mais vous me disiez, juste pour terminer sur Grandpuits, vous me disiez avant l'entretien que vous les aviez eus au téléphone récemment. Qu'est-ce qui se passe pour eux aujourd'hui, justement? Est-ce que leur mobilisation a payé, en quelque sorte? La mobilisation, elle a payé, puisqu'ils ont gardé une grande partie des emplois. Ils sont peut-être en train total d'abandonner une partie du projet de reconversion. Donc là, il y a certains emplois qui seraient menacés. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui sont en train de faire la reconversion de leur usine. Qui sont en train de la modifier. Donc, ils travaillent sur l'usine en ce moment à la reconvertir à des projets soutenables. Donc là, on voit bien qu'il y a une centralité des travailleurs dans les projets de reconversion. Mais je disais aussi un projet économique qui est que ça va aussi, dans certains secteurs, aboutir à une fermeture
totale de certaines usines, pas simplement à leur reconversion. Mmh. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et dans ce cas-là, je crois que c'est aux écologistes, principalement, de se mobiliser avec des mots d'ordre qui sont d'avoir des plateformes de revendication communes. Oui. Parmi ces plateformes de revendication communes, je trouve ça absolument aberrant qu'aucun écologiste, aucune organisation ne le défende pour l'instant, mais il y aurait la constitution de fonds, de mutuelles pour les travailleurs des secteurs qui vont être abandonnés, pour qu'ils gardent des revenus similaires à ceux qu'ils avaient quand ils avaient un emploi, jusqu'au moment où ils retrouvent un travail, pour que des formations soient payées, pour qu'ils se reconvertissent dans d'autres secteurs. En fait, si ce geste-là, il n'est pas fait par les écologistes, de dire on vient sur les lieux de travail avec des revendications qui sont en soutien de celles des travailleurs qui vivent dans des conditions qui peuvent être terribles, les reconversions ou la fermeture des usines, alors il n'y aura pas de jonction réelle, parce que c'est sur ces conditions matérielles qu'on se mobilise de manière générale. Donc ce genre de plateforme de revendication, elle est absolument essentielle. Des mutuelles comme ça, Tony Mazzocchi, dont je parlais tout à l'heure, le syndicaliste américain, il avait parlé d'un super fonds pour les travailleurs qui permettent de financer les transitions. Et il me semble que c'est qu'à cette condition-là qu'il y a des alliances qui vont pouvoir se nouer entre travailleurs, mouvements d'autres travailleurs, syndicats et organisations écologistes. Et c'est des fonds qui pourraient être financés comment ? Alors, c'est des fonds qui pourraient être financés de plein de manières différentes. C'est des fonds qui pourraient être financés par de l'impôt, par exemple, si c'est organisé par l'État. On pourrait très bien imaginer des taxations sur les profits de certaines entreprises, notamment des entreprises fossiles, pour financer ces fonds-là. Mais ça pourrait être des mutuelles aussi. Ça pourrait être des formes d'organisation, des cotisations comme celle de l'ordre de celle de la sécurité sociale, pour imaginer une sécurité sociale écologique. Il y a plein de modèles pour imaginer ces transitions-là et ces modèles de financement. Moi, je ne peux pas les faire tout seul dans mon coin. Ça suppose de se mettre d'accord et de commencer à avancer dans cette direction-là. Mais aussi, il y a l'idée que la transition écologique, ça ne va pas faire moins de travail. Ça va peut-être faire moins de travail salarié à la production de marchandises qui détruisent la planète. Ça, c'est certain. Mais il faut beaucoup plus de profs, il faut beaucoup plus de soignants, il faut beaucoup plus de gens pour prendre soin des écosystèmes qui sont en train de s'effondrer. Les tâches comme... Mais la plupart des scénarios prospectifs qui projettent la France, par exemple, dans une neutralité carbone, vont de 300 000 à 500 000 emplois créés nets, donc en prenant en compte les emplois tout à fait. détruits. En prenant en compte les emplois qui sont détruits, ça amène à une augmentation. Et puis surtout, toutes les tâches dont on parlait tout à l'heure, de subsistance, qui sont des tâches quotidiennes, qui sont complètement dévalorisées, c'est elles qui doivent être au centre d'un projet de transition écologique. Et ça demande beaucoup de travail. De s'occuper des personnes âgées, des environnements, des écosystèmes, de prendre soin de son quartier, etc. C'est énormément de travail, c'est énormément de temps. Donc la transition écologique, c'est pas moins de travail, c'est moins de travail salarié soumis à la logique du profit et de la production de marchandises. Il y a un deuxième volet justement à cette question de la remise en question de la production, de notre système de production et de notre façon de travailler, c'est la réduction du temps de travail. On l'a pas mal évoqué avec Blast pendant la réforme des retraites. Et vous le dites, on peut très bien réduire le temps de travail et donc le volume de la production sans toucher aux salaires et aux emplois. En quoi est-ce que, justement, la réduction du temps de travail, elle est une solution pour vous et sous quelles conditions ? Parce qu'on voit bien qu'il y a plein de propositions différentes quand même. Oui, alors, la réduction du temps de travail, c'est une condition seulement s'il n'y a pas une augmentation de la productivité en même temps. Si ça s'accompagne d'une augmentation technologique de la productivité, en fait, si c'est pour produire plus de choses, plus de marchandises, extraire plus de ressources, alors en fait, ça aboutit pas à une transition écologique. Ce que vous dites aussi dans le livre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de créer des emplois verts. Oui, exactement. En revanche, si on prend sur les profits pour réduire le temps de travail et augmenter les salaires, alors là, c'est un levier fort. C'est un levier fort pour inciter à des formes de transition dans des entreprises. Déjà, pourquoi réduire le temps de travail, c'est important ? Parce que si on travaille moins, toutes choses restant égales par ailleurs, si on travaille moins, on produit nécessairement moins de choses. On consomme moins d'électricité ou d'énergie fossile, on passe moins de temps à produire des logiciels, produire des marchandises, produire n'importe quoi. Et on passe moins de temps, du coup, à engendrer des externalités négatives, des
problèmes, des destructions pour l'environnement. Les tests qui ont été faits, par exemple, en Grande-Bretagne sur la semaine de 4 jours ont montré que les personnes passaient plus de temps avec leur famille à cuisiner et que les émissions de gaz à effet de serre avaient baissé justement sur le temps d'expérimentation. Oui, tout à fait. Et l'exemple le plus frappant, évidemment, c'est la période de confinement pendant le Covid, où là, quand on arrête et quand on se limite uniquement aux travaux vraiment utiles, on se rend compte déjà qu'il y a beaucoup de travaux inutiles, de travaux qui servent à rien, ce que Graeber, l'anthropologue, appelait des bullshit jobs, et que tout cela, il contribue aussi énormément à l'aggravation de la crise écologique, en plus d'être des lieux de perte de sens pour beaucoup de gens qui travaillent dedans. C'est-à-dire des emplois dont on ne voit pas l'utilité sociale. En fait, on voit aussi mal, on a du mal à définir son identité, son rôle social, etc. On a du mal à se reconnaître dans son travail. C'est vrai que, juste en termes d'ordre de grandeur, ce qu'on ne réalise pas, c'est que la plupart des climatologues expliquent qu'aujourd'hui, en fait, on doit avoir, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un Covid tous les ans. Donc, c'était environ moins 5% d'émissions. Et en fait, normalement, on devrait faire ça tous les ans à partir de maintenant si on veut vraiment limiter au maximum la catastrophe. Donc, c'est de ces ordres de grandeur-là dont on parle. Oui, tout à fait. Ce qui implique non seulement d'abandonner certaines infrastructures, mais ce qui implique d'abandonner certains types d'emplois, certains types de travaux qui sont inutiles et qui sont sociologiquement et écologiquement néfastes, en fait, à la société. Alors, dans une interview que vous avez donnée à Ouzbek Erika, vous avez déclaré « Remettre l'enjeu de la production au cœur de la société, c'est se donner les moyens de défendre un véritable projet d'émancipation écologique et sociale ». Justement, je voulais en venir un peu plus à comment est-ce qu'on peut se projeter une fois les constats faits. Pour vous, comment est-ce que à quoi ce projet il peut ressembler et comment il peut être défendu aujourd'hui? C'est-à-dire, si on essaie de réfléchir en termes d'étapes, comment ça pourrait se passer? Oui, bon, alors il y a tellement de choses à faire en même temps que c'est compliqué. Je pense il faut penser des programmes de transition qui seront quand même des programmes de transition assez longs. Si on pense au démantèlement d'un certain nombre d'infrastructures, ça va être assez long. Mais il y a des choses essentielles qu'il faut engager immédiatement. Ça suppose, à mon sens, une planification écologique. Ça suppose une planification générale de l'économie vers une forme de décroissance. Alors, on n'est pas obligé d'adhérer au terme de décroissance. On peut pas parler de post-croissance. Ça met un peu égal l'emploi des termes. Mais ce qu'il faut penser, c'est comment est-ce qu'on peut avoir la croissance comme seul indicateur. Comme seul indicateur du bien-être de la société. Et pour ça implique de décroître dans tout un ensemble de systèmes et de sphères de la vie sociale. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Cette planification-là, elle doit prendre acte du fait qu'il y a des obstacles. Les obstacles, c'est principalement des gens qui veulent pas que cette transition soit faite. Ça, je pense que c'est jamais rappelé en tant que tel. Il y a des gens qui s'opposent en fait à cette transition, fortement. Les gens qui n'y ont pas intérêt. Si on prend un exemple, l'un des lieux principaux dans lesquels il faut amorcer une transition, c'est pas simplement les énergies fossiles, ce qui est le cas aussi, mais c'est le secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire, il faut une réforme radicale à la fois de la manière dont la terre est distribuée, à qui elle appartient, du nombre d'agriculteurs, de la manière dont on la cultive, de la manière dont on traite les personnes qui la travaillent. Je pense par exemple à tous les travailleurs sans papier qui sont utilisés de manière saisonnière en agriculture pour l'agriculture intensive. Donc il faut arriver à comprendre comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette économie hyper intensive sur les systèmes agro-industriels. Donc ça veut dire, par exemple, imposer une réforme de la PAC, mais en fait... Donc la politique agricole commune. De la politique agricole commune de l'Union européenne, mais en fait sur laquelle les pays, chaque État membre a une main, des capacités de décision qui sont pas nulles. Et ça pourrait se dire, on change radicalement la manière d'attribuer les terres, mais aussi les manières de la cultiver. On arrête l'utilisation d'intrants chimiques. Ça veut dire revoir complètement notre modèle agricole. On arrête l'utilisation de machines, par exemple. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de projets immédiats qu'il faudrait engager. Et dans ces projets-là, il y a des opposants politiques. Et il faut le penser comme ça. Parmi ces opposants, il y a des grands syndicats, la FNSEA, par exemple. Voilà, et des lobbies aussi. Et des lobbies extrêmement puissants de l'agroalimentaire. Donc en fait, amorcer cette transition, ça veut dire d'abord toucher à la manière
dont on produit tout un ensemble de biens de subsistance, les infrastructures énergétiques, les conditions de l'alimentation. Et ça, c'est déjà 2 enjeux absolument majeurs et décisifs. Et vous évoquez aussi dans le livre des armes que vous avez déjà évoquées, comme le sabotage ou la grève. Si on prend l'exemple du système agroalimentaire, est-ce que vraiment on peut imaginer aujourd'hui que, par exemple, une grève massive de paysans, d'agriculteurs change les choses? Une grève massive juste de paysans et d'agriculteurs, peut-être, ça on ne sait pas, mais c'est la question de comment on compose des alliances politiques avec des paysans, des agriculteurs et d'autres forces sociales. Je reviens sur les soulèvements de la terre parce que c'est important. C'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Avoir à la fois la Confédération paysanne, des travailleurs paysans, mais aussi des citoyens mobilisés pour le climat, des syndicats, etc. La question agricole, par exemple, c'est pas simplement une question d'agriculteurs et de paysans, c'est aussi la question de comment on mange, comment on circule, comment on achète les marchandises. Et en France, ça pose la question de la grande distribution, ça pose la question des supermarchés. Donc en fait, aussi, dans ces questions, il faut voir l'ensemble des liens qui doivent être créés avec des travailleurs et des personnes d'autres secteurs. Par exemple, avec les travailleurs de la grande distribution, les travailleurs de Leclerc, les travailleurs d'Auchan, tous les travailleurs des supermarchés, les travailleurs de la logistique qui assurent la circulation de ces marchandises et qui, eux aussi, sont impliqués dans ce système agro-industriel. Donc en fait... Oui, et qui ne sont pas forcément justement pour ce système-là. Qui sont certainement pas pour ce système-là, qui les exploite, qui les sous-paye, qui les traite extrêmement mal, etc. Donc en fait, quand on prend par le biais du travail, on voit qu'il faut quand même se décentrer simplement des lieux auxquels on pense en général, c'est-à-dire penser que la question agricole, c'est une question des terres paysannes. Oui. La question agricole, c'est aussi ce qu'on mange dans les cantines scolaires, c'est aussi ce qu'on mange partout, c'est aussi la manière... l'aide alimentaire. C'est aussi l'aide alimentaire, c'est aussi comment on fait circuler un certain nombre d'aliments, etc. Il y a un autre élément qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez aussi dans les possibles stratégies, ce à quoi on ne pourrait pas forcément s'attendre, d'alliances entre humains et autres qu'humains. Et justement, vous évoquez les travaux de l'historien géographe Jason W. Moore, qui dit qu'en fait, il n'y a pas que les humains qui sont mis au travail, mais il y a aussi la nature et par extension les animaux. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre ça en avant et pourquoi c'est important justement cette alliance avec les autres qu'humains? Oui. D'abord parce que le capitalisme, il fonctionne comme ça. Depuis le néolithique, on peut dire que la plupart des sociétés mondiales, elles fonctionnent par la mise au travail des vivants. Le néolithique, c'est quoi? C'est l'invention de la domestication et de l'agriculture. Et à ce moment-là, on met au travail des plantes et on met au travail des animaux. Seulement, avec le capitalisme, disons, depuis le début de l'époque moderne, cette mise au travail, elle s'est généralisée à une ampleur qui a été inimaginable. Donc en fait, on a l'impression que le capitalisme essaye de mettre toute la nature au travail pour la rendre hyper productive et pour accumuler toujours plus de profits. Moi, c'est l'élevage industriel. Ouais. L'élevage industriel, c'est le modèle de ça. Dans des conditions de travail qui sont absolument horrifiantes et on le sait très bien. Et donc on voit qu'en fait, le travail, c'est pas une question, la mise au travail, c'est pas une question qui concerne simplement les êtres humains. C'est une question qui concerne aussi tous les vivants qui sont embarqués dans des relations capitalistes et avec lesquels on essaye de tirer toujours plus de profit dans des conditions qui sont déplorables. Et alors, qu'est-ce que ça implique ? Bon, ça implique tout un ensemble de choses. Ça implique qu'il faut arrêter avec l'élevage industriel. Ça participe aussi de ce grand mouvement de transformation et de sortie de l'agro-industrie. Parce que pourquoi on a des problèmes de terre ? C'est parce que une grande partie des terres à l'échelle mondiale, on considère que 40% des terres agricoles à l'échelle mondiale, elles servent à nourrir les animaux d'élevage qui apportent pas tant d'éléments de nourriture que ça, mais qui sont simplement une source de profit plus importante. Donc on voit qu'une transformation globale du mode de production alimentaire, elle pose la question de tous ces vivants qui sont mis au travail, dominés dans nos sociétés modernes. Mais ça pose une question aussi un peu plus provocatrice, qui est une attention aux formes de résistance que les animaux, même que parfois des végétaux, développent
à leur mise au travail. Alors, un exemple qu'on a évidemment en tête, c'est, je sais pas, les vaches qui refusent d'aller à l'abattoir et qu'on voit se débattre Oui. quand elles vont à Et l'abattoir. les vidéos de L214 qu'on peut voir justement des personnes qui les battent pour les faire rentrer. Ouais, voilà, Mm. exactement. Il y a toutes ces vidéos de L214 qu'on a en tête. Mais il y a aussi ces plantes qui deviennent résistantes. Par exemple, les amarantes, ça a été très bien montré par Léna Ballot et Antoine Chopeau. Donc, ces plantes qui deviennent résistantes aux OGM et aux herbicides de Monsanto, par exemple, et qui viennent contaminer certains champs d'OGM. Donc, on voit qu'il y a tout un ensemble de proliférations, de résistances qui sont en train d'apparaître. Récemment, on a beaucoup parlé du cas des orques qui attaquaient des bateaux en Méditerranée, au large de l'Espagne. Et donc, on voit des formes comme ça d'animaux, de vivants qui semblent se révolter. Depuis 2 ans, les attaques se multiplient au large de la péninsule de Gibraltar. Voici des images tournées en mai dernier au nord du Maroc. 6 orques cette fois, qui rôdent, puis poussent le bateau. À la merci de l'animal pendant 1h15. Nous attendons la confirmation que vous êtes en danger. Over. L'une des causes de l'extinction de la biodiversité, c'est la destruction des habitats. Et c'est aussi parce que, justement, parfois, il y a des animaux qui n'ont plus d'habitat et qui se retrouvent à se rapprocher aussi des humains. Enfin, c'est tous ces dysfonctionnements aussi qui font que ces animaux-là ne savent plus où aller. Oui, exactement. C'est parce qu'il y a la destruction. Alors, on ne sait pas si c'est de la rébellion, je ne suis pas sûre. Mais... En tout cas, de la rébellion, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, des formes de réaction. Ouais. Ça, c'est évident. Des formes de réaction à des actions humaines, à des activités humaines. Et si vous voulez, simplement des formes d'adaptation de la part des vivants. Ce que font les vivants, c'est s'adapter à un ensemble de stimuli ou de causes qui viennent perturber ou modifier leurs conditions de vivre. Et alors, évidemment, il ne faut pas voir ça de manière trop positive et de manière trop charismatique. Identifier comme ça quelques animaux très charismatiques, des orques, des otaries, des ours par exemple. Il y a une ours JJ4 qui a tué un jogger en Italie il y a quelques mois. Voilà, ça c'est des formes très charismatiques. Mais en fait, toutes ces formes de révolte de la nature, même on peut aller jusque-là, d'adaptation au changement humain, elles sont souvent extrêmement négatives. C'est par exemple des invasions de criquets en Afrique de l'Est qui viennent ravager des champs et menacer les conditions de vie de populations entières. Ouais, ou même les moustiques tigres qui sont maintenant présents en France depuis plus de 5 ans et qui sont même plus considérés comme tropicaux. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce que l'anthropologue Anna Tsing, qui avait écrit Le champignon de la fin du monde, appelle des proliférations anthropocéniques. Alors, c'est un terme un peu compliqué, mais pour dire quoi ? Pour dire que le monde tel qu'on l'a produit, le monde de la crise écologique, l'anthropocène, il amène à tout un ensemble de proliférations de la nature qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. C'est des moustiques, c'est des invasions de criquets, c'est des incendies, c'est des ouragans. Voilà, des proliférations qui caractérisent l'anthropocène et qui viennent menacer le fonctionnement normal des sociétés. Et c'est des formes de résistance ou de réaction à des activités humaines, avec lesquelles il va bien falloir cohabiter ou qu'il va falloir gérer, mais avec lesquelles il va falloir faire des choses. Il va falloir trouver des moyens de s'adapter à ces formes de réaction qu'on a produites. Et l'extermination des criquets globale par des pesticides, on sait d'avance que ça ne sera pas une bonne solution. Donc il va falloir trouver des manières de remobiliser la biodiversité, de réenrichir les écosystèmes pour limiter ces proliférations anthropocéniques, proliférations dont on sait qu'elles interviennent quand les écosystèmes s'effondrent, quand ils sont extrêmement perturbés, etc. Donc il va falloir essayer de réenrichir les écosystèmes, réenrichir la biodiversité pour pouvoir lutter contre ces réactions non humaines, animales, qui viennent perturber le fonctionnement des sociétés humaines. Et donc, est-ce que, par exemple, créer des alliances avec les animaux, enfin les êtres autres qu'humains, ça peut passer par libérer massivement les vaches qui, comme vous le dites, donc sont dans une forme de travail aliéné à produire des veaux pour pouvoir produire du lait et qui sont bloqués dans cette espèce de système infernal, quoi. Ah ben, c'est sûr que par ça... exemple. Oui, non, mais ça, c'est clair. Ça suppose de libérer... en même temps les vaches qui y travaillent,
en partant des conditions de travail des gens, des êtres humains qui travaillent aussi dans ces endroits-là et qui, là encore, sont des conditions de travail absolument déplorables. Aux États-Unis, on considère que le taux de renouvellement de la main-d'œuvre dans les abattoirs, il est parfois, dans certains endroits, de 200% par an. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent changent 2 fois dans l'année, tellement les conditions de travail sont dures, insupportables en fait. Oui, c'est souvent des personnes qui sont prises en étau aussi dans Complètement. le système et qui n'ont pas envie de tuer ces animaux, que ce soit des vaches, des lapins. Tout à fait. En France, c'est énormément de gens qui, là encore, sont des sans-papiers ou des gens qui travaillent en situation irrégulière, qui sont surexploités du fait de leur situation dite irrégulière. Et donc, on voit bien que ce système, par exemple, là encore, ce système agroalimentaire, il produit des formes de domination, d'aliénation qui sont partagées, en fait. Partagées entre les travailleurs humains et les animaux d'élevage qui sont mis au travail. Même quand il n'y a pas de salariés qui sont surexploités, en fait, les paysans, les éleveurs qui travaillent et qui sont complètement soumis au marché, ils sont soumis à des impératifs, ils ont des dettes auprès des banques, ils sont soumis à une pression qui est absolument infernale, pression du marché qui est absolument infernale. C'est pas une passion d'élever les animaux comme ça, j'imagine. Enfin... Mais oui, mais on n'a pas le choix. Oui, mais tu comprends? Ce que je veux dire, pourquoi, enfin, comment vous en êtes arrivé à faire de l'élevage comme ça et pas faire... Eh ben, y a tellement de monde à nourrir dans le monde entier, il faut produire. Ce système-là permet de produire à des rapidités énormes. C'est produire pas cher. Le salaire que je tire, c'est 350 € par mois. Comment veux-tu vivre avec 350 €? Et puis nous, on est en train de, excuse-moi l'expression, de mourir dans les élevages. En fait, ces formes d'émancipation, elles ne peuvent pas se penser les unes sans les autres. On ne peut pas penser d'un côté l'émancipation des animaux sans penser en même temps l'émancipation des travailleurs qui sont tout autant exploités dans ces lieux de travail. Ce que vous dites justement dans le livre, c'est que l'idée, c'est pas de dire que le travail est mauvais en soi, mais c'est un peu le travail pour qui et pourquoi et pour quel type de système. Vous vous appuyez notamment sur les chercheuses féministes Kendra Coulter et Stefania Barca, qui parlent de reproduction écosociale de la vie comme en fait un critère pour distinguer les pratiques destructrices d'un côté et les pratiques qui sont soutenables de l'autre. Et donc, ce que vous dites, c'est que finalement, à partir de là, il faudrait des pratiques qui assurent systématiquement à la fois la régénération des systèmes et des corps. Oui. Alors, comment justement s'organiserait le travail, en quelque sorte, ou la production autour de la régénération des systèmes et des corps? Ouais, alors c'est une question difficile. On peut la prendre par deux biais. On peut la prendre par l'état de choses existant dans des espaces qui sont peut-être les espaces qu'on associe le moins à la question de la reproduction sociale. Là, je vais prendre un exemple que je voulais évoquer tout à l'heure, qui est l'exemple de l'usine GKN à Florence, qui est une usine qui était menacée de rachat par un fonds d'investissement. Ça traînait, etc. Et depuis maintenant quasiment 2 ans, les ouvriers de l'usine occupent ce lieu, et ils occupent ce lieu pour essayer d'obtenir un plan de transition écologique et un rachat par l'État italien, ou en tout cas pour socialiser, pour réapproprier cet espace. Et c'est très intéressant parce que dans cette manière d'occuper l'usine, il y a à la fois une manière de prendre soin des dispositifs techniques qu'on a là, des conditions sociales de leur subsistance, qui sont des machines, tout un ensemble de machines qui leur permettent d'obtenir leur salaire, mais il y a aussi toute l'économie qui va derrière. Occuper une usine pendant 2 ans, ça suppose de trouver de l'alimentation, d'avoir des circuits, d'établir des circuits avec lesquels on va pouvoir subvenir à ses besoins tout au long de l'occupation. Et donc, on voit qu'en fait, la question de la reproduction, elle est absolument au cœur de toutes les pratiques de travail et de toutes les luttes en particulier. Donc ça, c'est pour ce qui pourrait sembler le plus loin, le plus éloigné de ces sphères-là. Et après, pour les autres, c'est être attentif aux lieux dans lesquels le but n'est pas de produire du profit, sortir de ce qu'on appelle dans le marxisme la production pour la valeur d'échange, donc pour le profit, mais de chercher ce qui a une valeur d'usage, c'est-à-dire une utilité sociale, et de se demander ce qui se passe quand on abandonne la production pour le profit, mais qu'on se tourne vers la production pour l'utilité sociale. Ouais, de répondre aux besoins, tout simplement. Répondre aux besoins, tout simplement, de la société, mais aussi des écosystèmes qui sont actuellement extrêmement en péril. Et ça, c'est un critère, en fait, qui peut s'appliquer dans tout un ensemble de lieux de production et de lieux de vie.
est-ce que ce qui est fait là, est-ce que ce qui est produit, est-ce que les activités qui sont mobilisées ici, elles sont utiles ou au contraire, est-ce qu'elles sont destructrices pour les environnements, pour la santé des travailleurs, pour la santé des communautés habitantes. Et ça implique aussi, voilà, je reviens là-dessus, mais d'être très attentif au type de travail, au type de tâches. Oui. Et donc sortir de cette idée que c'est le salariat, le travail pour un salaire, qui est le cœur de l'activité sociale. Au contraire, dans le salariat, il y a toujours une forme d'exploitation, il y a toujours une partie de la valeur qui est produite qui n'est pas payée aux travailleurs. Et en plus, ça soumet toute la logique économique à une production de marchandises sans frein qui détruit des environnements. Donc ça veut dire aussi voilà, redonner une place aux activités de reproduction qui sont classiquement des activités centrées sur la santé, sur l'éducation, sur la culture, sur la préservation des milieux, sur l'agriculture. Voilà. Oui, et aussi peut-être de mieux répartir ces tâches de soins dans la société. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose que vous évoquez, c'est potentiellement par exemple, répartir dans la société les tâches qui peuvent être considérées comme pénibles ou désagréables et qu'il y a une forme de rotation. Pour ça, c'est ce que peut évoquer aussi Bernard Friot dans un autre sens avec le salaire à vie. Oui, tout à fait. Un des enjeux principaux de la transition écologique, dont on parle absolument jamais, c'est de sortir de la division du travail. De l'idée que certaines personnes sont cantonnées à certaines tâches et que d'autres personnes sont cantonnées à d'autres tâches. Cette idée-là, cette division du travail, elle permet à la fois de dominer un certain nombre de gens qui ont des tâches hyper répétitives, pénibles, etc. Et elle est surtout entièrement indexée sur la croissance, sur le fait de produire plus. C'est vrai que la division du travail, c'est plus efficace. On produit plus de choses. Mais justement, on veut arrêter de produire plus de choses. On veut produire moins. On veut produire autrement et on veut produire moins. Donc, jouer sur cette division du travail, abolir cette division du travail, c'est aussi une des modalités par laquelle on peut envisager des politiques de sortie de la croissance, de la production pour la production. Ça veut dire pas cantonner des personnes à certains travaux dégradants. Parce que là encore, quand on cantonne certaines catégories de personnes, par exemple les femmes, les personnes issues de l'immigration, à certains types de travaux, dans des sociétés hyper sexistes ou dans des sociétés hyper racistes, ces travaux aussi ils sont dévalorisés. Donc il y a une double dévalorisation des personnes qui les effectuent et des travaux eux-mêmes. Travailler dans le déchet, c'est un travail absolument dégradé, dévalorisé socialement, etc. Alors que c'est un travail absolument essentiel à la survie de la société. Dernière question, à votre avis, quelle pourrait être la première, une des premières étapes, en tout cas une des premières marches, pour aller vers justement ce projet d'émancipation? Parce que là, bon, ce qu'on vient d'évoquer semble quand même assez utopiste au regard de la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et vous citez justement, en tout cas sur cette première marche, le géographe Matt Hubert qui considère que, par exemple, ce sont les ouvriers du secteur énergétique qui pourraient composer l'avant-garde des luttes écologistes par leur pouvoir en fait de blocage de l'économie. Oui, alors Vous pensez que ça peut être la première marche ou autre chose? Ça, c'est une marche essentielle, c'est d'identifier les lieux de production, de blocage de l'économie. C'est-à-dire les lieux qui vont permettre de bloquer l'économie pour contraindre les gouvernements à prendre des mesures. L'énergie, c'est un secteur clé. Quand les raffineurs ils se mettent en grève, on voit qu'il se passe deux choses. D'une part, l'économie s'arrête. D'autre part, on mobilise la police et l'armée pour venir les réquisitionner, pour les remettre au travail, parce que sinon, l'économie s'arrête. Donc, et les électriciens qui font des coupures, aussi, ça compte énormément. Mais il n'y a pas que ces secteurs-là. Il y a tout un ensemble de secteurs, les secteurs de la logistique, par exemple. Si on arrête de faire circuler les marchandises, l'économie, elle est largement bloquée. Dans le cas des Gilets jaunes, on voit bien que même le blocage de certaines infrastructures, des lieux de circulation, c'est aussi des lieux qui permettent de bloquer l'économie. Mais il ne suffira pas simplement de bloquer l'économie par la grève. Ça, c'est, à mon sens, une des conditions. Sans ça, il n'y aura rien qui changera. Mais il ne suffit pas de ça. Ensuite, il faut produire des plateformes de revendication et arriver à les mettre en place. Et elles portent notamment sur la question des salaires, sur la question de la réduction du temps de travail et sur la question plus généralement des conditions de travail. À partir de ce moment-là, il peut y avoir des alliances qui sont menaçantes. Et il faut
une planification de l'économie en fonction d'impératifs écologiques. Et ça suppose une organisation centralisée de la production et de l'économie. En d'autres termes, ça suppose quand même à un moment une prise du pouvoir de l'État et des organisations écologistes radicales qui soient capables de prendre des mesures assez fortes et contraignantes. Parce que voilà, il y a tout un ensemble de personnes qu'il va falloir contraindre d'abandonner leur manière de produire, d'abandonner leurs profits, etc. Oui, contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas justement les personnes les plus précaires. Et c'est pas du tout les personnes les plus précaires. Ça a été montré par les sciences sociales. Oui, c'est le discours qu'on entend aujourd'hui, mais en fait, ça a été démontré par les sciences sociales, le fait que ceux qui polluent le plus, c'est les plus riches. On considère non, mais c'est cette question de la contrainte, parce qu'on parle beaucoup de la contrainte pour les citoyens. Mais en fait, vous vous dites, non, c'est la contrainte pour les personnes qui ne veulent pas changer de système pour préserver nos conditions de vie. Oui, alors un autre exemple, ce serait les Gilets jaunes. On dit et on a monté en épingle le fait que les Gilets jaunes, c'était des gens qui s'opposaient à la transition écologique parce qu'ils se mobilisaient contre l'augmentation de la taxe carbone. Mais l'augmentation de la taxe carbone, c'était une mesure extrêmement discriminatoire, puisque des gens qui dépendent de ça pour vivre, pour aller travailler, aller payer davantage pour l'essence. Donc en fait, c'était pas une mobilisation anti-écologiste, c'était une mobilisation contre l'injustice sociale qu'il y a à certaines formes de transition écologique. En revanche, ceux qui veulent pas payer de super profits, qui veulent pas qu'on taxe les super profits, c'est les capitalistes, c'est ceux qui détiennent les fonds d'investissement, c'est les patrons de Total. Voilà, ça, eux, ils veulent pas payer pour la transition écologique et ils veulent pas la mettre en œuvre. On considère que depuis 5 ans, les émissions et les plans de relance pour les investissements de Total, par exemple, dans le CO2, dans les énergies fossiles, ils sont repartis à la hausse. En fait, ils sont en train de faire du greenwashing en disant qu'ils allaient faire des choses, mais ils font absolument rien. Ils font pire que ce qu'ils faisaient avant. Donc, ces entreprises-là, par exemple, il va falloir non seulement les contraindre, mais en plus, je pense, assez rapidement, les nationaliser et socialiser la production, puisqu'on ne peut rien attendre d'eux en termes de transition écologique. Merci beaucoup, Paul Guilbert, de venir sur place. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien, j'espère qu'il vous a intéressé. Si vous voulez creuser le sujet, vous pouvez revoir toutes nos vidéos Blast autour de la thématique du travail. Mon entretien avec Céline Marty sur la tyrannie de la valeur travail, mais aussi nos émissions avec Salomé Saké sur la réduction du temps de travail ou encore le revenu de base universel. Je vous mets tous les liens dans la description. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'elle soit vue le plus possible. Vous le savez, Blast est un média indépendant. Et pour continuer notre travail d'information, nous avons besoin de votre soutien. Alors abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour voir toutes nos nouvelles vidéos. À très vite sur Blast.